An NFL player was questioned for hours last night by police in Massachusetts. They're investigating a possible homicide. No one has allegedly murdered two people and then played an entire season as a professional athlete. Le 26 juin 2013, Aaron Hernandez, star montante des New England Patriots, est arrêté à son domicile pour meurtre. Quelques années plus tôt, beaucoup le considéraient pourtant comme l'un des futurs plus grands joueurs de la NFL. Aaron Hernandez changed the game of football forever. What was he like back then? En 2010, les New England Patriots construisent une attaque presque impossible à défendre. Au cœur de ce système, Rob Gronkowski et Aaron Hernandez. Deux joueurs complémentaires, jeunes, explosifs. Une combinaison qui révolutionne l'attaque de la NFL. 28 touchdowns between just him and I, including playoffs and regular season. That's unheard of. Like, you're the best combination at the tight end position of all time. En 2012, accompagnés par Tom Brady, ils emmènent leur équipe jusqu'à la 46e édition du Super Bowl. Aaron has a season for the ages. Aaron Hernandez nearly won the Super Bowl for the Patriots just the year before. Middle getting free. Touchdown, Hernandez. When Sunday comes around, I'm going to perform. And he did. That's historic. People still talk about that in Bristol now. Aux yeux du grand public, Aaron est un jeune père souriant, concentré dans son sport et apprécié par ses coéquipiers. Mais en réalité, la vérité est bien différente. I knew that, there was definitely some wild sides to him. Well, tonight, a Boston exclusive. The truth about Aaron Hernandez. Sports Illustrated reporting yesterday that Patriots tight end Aaron Hernandez has been questioned in connection with what is now a homicide investigation. La nouvelle fait l'effet d'un séisme. En quelques heures, Aaron Hernandez passe du statut de star à celui de meurtrier. Le coéquipier parfait devient le visage d'une tragédie qui replonge l'Amérique dans le procès du siècle. Les New England Patriots annulent son contrat et le pays découvre trop tard que le prodige cachait un passé qu'il avait toujours tenté d'enterrer. He had trouble with drugs, with guns. Aaron was in the NFL. He never worried about drug tests. This man clearly was gay. At the worst case of chronic traumatic encephalopathy ever seen in someone his age. Aaron est depuis son adolescence de plus en plus instable. En revanche, était-il le seul coupable dans cette affaire? How can an individual who has everything get involved in something like this? I was the happiest little kid in the world, and you fucked me up. I ain't living with that. You did. I had nobody. What do you think I was gonna do? Become a perfect angel? Bon, retour 7 ans plus tôt, le 28 avril 2010, lors de la 75e draft de la NFL. À 20 ans à peine, Aaron Hernandez est déjà pressenti pour être l'une des futures superstars de la ligue. Chaque franchise doit faire les bons choix, prendre des décisions à plusieurs millions qui peuvent influencer le destin d'une équipe. Aaron est peut-être le meilleur tight end de cette draft, mais son dossier reste un vrai point d'interrogation, à tel point que la NFL engage des détectives privés pour creuser son passé. Certains se posent la question, sa personnalité est-elle compatible avec la rigueur et la discipline de la NFL ? Pour y répondre, il nous faut remonter 4 ans plus tôt, le 6 janvier 2006. Aaron a 16 ans et de nombreux entretiens avec ses proches s'accordent à dire que cette date a été le jour où tout s'est écroulé dans sa vie. Son père, Dennis, âgé de 49 ans, décède en raison d'une erreur médicale à la suite d'une opération d'une hernie qui devait être de routine. Pour Aaron, c'est la perte d'un repère. À partir de la fin des années 40, le Connecticut devient une destination majeure pour beaucoup de Portoricains. Parmi ces nombreuses familles, on retrouvait celle de Dennis. Dans sa jeunesse, ils avaient rejoint les États-Unis à la recherche d'une vie meilleure. En grandissant, le football américain entre rapidement dans sa vie. Avec son frère, ils deviennent de petites vedettes locales dans la ville de Bristol, et Dennis obtient même une bourse universitaire complète à l'université du Connecticut pour ses performances sur les terrains. Là-bas, il y rencontre Terry, une secrétaire d'origine italienne dans une école de la ville, et vont entreprendre ensemble une relation amoureuse. En 1986, ils donnent naissance à leur premier enfant, Dennis Jonathan Jr., surnommé DJ, avant de mettre au monde 3 ans plus tard, le 6 novembre 1989, Aaron Joseph Hernandez. Aaron, c'est un petit garçon souriant, gentil avec tout le monde, capable de faire n'importe quoi pour faire rire les autres et qui aime rire de soi. D'ailleurs, ce n'était pas ses seules qualités. Très vite, les gens se rendent compte qu'il est un sportif d'un autre niveau. Il jouait dans les équipes de basket de 2 ou 3 ans de plus que lui, était très doué en athlétisme, mais comme son père puis son frère avant lui, c'est dans le football qu'il brillait le plus. À son entrée au lycée de Bristol Central, Aaron mesurait déjà 1,88 m pour plus de 100 kg. Il était tellement dominant physiquement qu'il écrasait encore une fois les défenseurs plus âgés. Tout ce qu'Aaron faisait était différent. Malgré son gabarit, il avait la vitesse et la souplesse de joueurs bien plus légers. Mais en plus de sa grande taille et de ses muscles, Aaron était aussi intelligent dans son jeu. Toujours intéressé par l'aspect mental, il était selon certains amis l'Albert Einstein du positionnement.
C'est simple, Hernandez était le meilleur joueur de son lycée. En terminale, il est sacré meilleur joueur du Connecticut. L'État n'avait jamais vu un joueur de lycée aussi dominant. Plus de 20 touchdowns en une saison, des centaines de yards parcourus ballon en main, ces performances constituaient des records d'État. En 2007, Aaron est alors considéré comme le meilleur espoir au poste de tight end. Comme son père avant lui, il connaît une grande popularité au lycée et va commencer à fréquenter sa future fiancée, Shaina Jenkins, qu'il connaît depuis l'école primaire. De son côté, son grand frère DJ, de 3 ans son aîné, évolue au poste de quarterback pour l'université du Connecticut. Il est lui aussi considéré comme le meilleur joueur à son poste, alors l'université ne laisse pas passer l'occasion. Elle offre une bourse à Aaron et s'assure d'aligner pour la saison suivante les 2 meilleurs joueurs à leur poste. 2 frères à la complicité familiale évidente qui seront un atout énorme pour l'équipe. La jeunesse d'Aaron, elle semble parfaite. Il est heureux, très proche de son frère, populaire au lycée, il a une copine, il est le meilleur joueur de l'État à son poste, si ce n'est le meilleur du pays. Mais derrière cette réussite, il n'y a pas que du talent. Si l'histoire d'Aaron Hernandez recèle de nombreuses zones d'ombre, son père en était sans aucun doute l'une des plus importantes. Surnommé The King dans sa communauté, il était adulé par sa famille, ses amis et les coéquipiers d'Aaron. Mais malgré cette image publique flatteuse et cette réputation de père exemplaire, Dennis était incroyablement exigeant et violent envers eux. Lors d'un match en 2006, Aaron avait dû être évacué en ambulance après un choc violent à la tête qui l'avait mis KO. Mais pour son père, la violence faisait partie du jeu. Malgré la douleur, les 2 frères ont dû apprendre très vite qu'ils devraient encaisser les coups. Chez les Hernandez, on ne pleurait pas. Dennis contrôlait le moindre aspect de leur vie et les éduquait avec une virilité rigide et une homophobie assumée qui allait marquer Aaron à vie. Les coups que leur père leur infligeait étaient parfois gratuits ou liés à l'alcool, mais survenaient surtout lorsqu'il estimait qu'ils ne faisaient pas assez d'efforts à l'école ou dans le sport. Une année, DJ avait même menacé d'appeler les services de protection de l'enfance, mais son père l'avait mis au défi. Appelez. Dès que tu auras raccroché, je vous battrai comme jamais. Ils devront me séparer de vous après avoir défoncé la porte. Du côté du couple, ça ne va pas mieux non plus. Les 2 parents apportent leur lot de problèmes dans le foyer. Le père avait pour habitude de battre leur mère et aurait été arrêté pour avoir essayé d'acheter de la cocaïne. Et Terry, elle, est arrêtée dans une affaire de paris illégaux lorsqu'Aaron n'avait que 11 ans. Après s'être marié en 1986, le couple divorce en 1991. Il se remarie en 1996, puis se resépare définitivement en 1999. Bref, l'enfance d'Aaron est loin d'être parfaite. Elle est marquée par la violence, la drogue, l'alcool, mais aussi par une agression sexuelle lorsqu'il n'était âgé que de 6 ans. Dans son livre, son grand frère DJ décrit une partie de cache-cache à laquelle ils ont joué avec 2 garçons plus âgés. Lui avait 9 ans, Aaron en avait 6. Il rapporte que son frère a été contraint de se cacher dans une tente avec un garçon plus âgé qui l'aurait forcé à lui faire une fellation. Cet événement traumatisant a laissé des cicatrices chez Aaron. Sans pour autant en être la cause directe, ces traumatismes ont pu mener à des questionnements intérieurs complexes ou une confusion identitaire. Chez lui, ces blessures enfouies semblent se manifester par une virilité exacerbée, une agressivité et une peur viscérale de révéler certains aspects de lui-même et de sa sexualité. En revanche, malgré la violence omniprésente et la peur dans laquelle ils vivaient, les 2 frères idolâtraient leur père. Pour eux, il incarnait la force, la discipline et l'autorité absolue. Cette admiration paradoxale rendait donc sa présence indispensable, mais aussi et surtout extrêmement toxique pour Aaron. La mort de son père a brisé la seule autorité capable de canaliser sa colère. Cette perte, qui aurait pu être une libération de l'emprise violente, s'est transformée en catastrophe. L'enfant joyeux devient silencieux, méfiant, colérique. Il cherche une nouvelle figure d'autorité, commence à fumer, à boire, et des connaissances le décrivent comme étant un suiveur, se mettant en danger en fréquentant des bandes dangereuses. Il s'éloigne aussi de sa mère, après avoir découvert dans les mois suivant la mort de son père que celle-ci entretenait déjà une liaison extra-conjugale avec Jeff Cummings, un trafiquant de cocaïne, mais surtout mari de la cousine d'Aaron dont il est très proche, Tanya Singleton. Furieux, Aaron quitte donc le domicile familial pour aller vivre chez elle et rencontrera là-bas Carlos Ortiz et Ernest Wallace. On y reviendra, mais pour l'instant il ne reste qu'une seule chose qui tienne encore debout, le football. Engagé au départ avec son frère du côté de l'université du Connecticut, Aaron décide finalement de quitter Bristol pour rejoindre la Floride. Là-bas, il est recruté par Urban Meyer, le coach des Florida Gators, l'équipe universitaire la plus redoutée du pays. Your life will never be the same. You're a national champion. Yeah. I love you. I appreciate you. You're the best. Meyer est conscient du potentiel d'Aaron. Il se déplace alors lui-même dans le Connecticut pour convaincre son proviseur de l'autoriser à obtenir son diplôme plus tôt.
Non pas pour ses notes, mais pour son talent. Résultat, en janvier 2007, Aaron débarque à Gainesville à seulement 17 ans pour intégrer le meilleur programme de football universitaire du pays. He was the best tight end in America. He was a guy that you would go into the game saying, he's one of the best players in America, get him the ball. That's saying a lot in a 31-year career, saying I've never seen one like him. Problème, s'il est prêt physiquement, il n'est ni préparé scolairement, ni émotionnellement à ce qu'il va vivre. La fac de Floride sait qu'elle recrute un athlète hors norme, mais aussi un garçon en colère, abîmé par une enfance violente, dépendant à la drogue et perdu dans son identité. À cette époque, les Gators sont une véritable machine à gagner. Urban Meyer, c'est un jeune coach ambitieux, agressif. Il ne jure que par la performance et ne veut que des compétiteurs dans son équipe. Parmi eux, Tim Tebow, la star incontestée, le quarterback de l'équipe. Tim Tebow. Tim Tebow. Tim Tebow. Let's go, get in here. Let's go, get in here right now. Get in here. Tebow, c'est l'enfant modèle. Il est charismatique, pieux et le visage d'un football propre. I want to personally thank Coach Meyer for giving me the opportunity to be a Gator. I love him. He's like a father figure to me. I also want to thank my Lord and Savior Jesus Christ. Lord Jesus Christ. My Lord and Savior Jesus Christ. Sur chaque match, il affiche un verset biblique sous ses yeux, dont le célèbre Jean 3,16. Meyer décide alors de placer Hernandez sous sa tutelle pour l'aider à s'intégrer et des jumeaux Pouncey réputés pour leur discipline sur le terrain. Mais pour Aaron, ce nouveau monde est brutal. À Bristol, il était peut-être le héros local, le Tim Tebow du Connecticut. Mais en Floride, plus personne ne le connaît. Il n'est qu'un rookie remplaçable à tout moment. Pour s'imposer, il n'a qu'une option, garder cette combinaison particulière qui l'accompagne depuis toujours. Vitesse, taille, capacité à attraper les passes en plein vol. Tout ce qui faisait de lui un monstre au lycée impressionne rapidement ses coéquipiers à l'université. Aaron prend 6 kilos et malgré son jeune âge, il devient un rouage essentiel de la machine Meyer. En revanche, dès ses premiers mois à Gainesville, les premiers signaux d'alerte apparaissent. À peine quelques semaines après son installation, Hernandez est arrêté à 2 reprises. Une fois pour mauvaise conduite d'un scooter le 5 février, puis une autre pour la conduite sans plaque d'immatriculation d'une moto le 21 avril. Pour l'instant, ce sont des fautes sans gravité, mais elles sont révélatrices d'un tempérament impulsif et d'une défiance envers toute forme d'autorité. À peine une semaine après le dernier incident, Aaron sort dans un bar de Swamp en compagnie de Tim Tebow. Problème, il est encore mineur. Il se fait servir 2 verres d'alcool mais pense qu'il n'y a pas de facture. Aaron est persuadé que sa bourse universitaire fonctionne dans n'importe quelle situation. Alors, quand le manager du bar vient lui présenter la note, Aaron s'énerve, le frappe à l'oreille et lui éclate le tympan. L'homme ne portera pas plainte malgré les conseils du service de police. L'affaire est étouffée et pour Aaron, c'est la première vraie étincelle. Il réalise que son statut lui permet de faire ce qu'il veut. En revanche, selon Tim Tebow, l'histoire est bien différente. À leur sortie, Aaron aurait reçu des insultes racistes. Sa réaction est donc bien plus compréhensible, mais la suite reste la même. Il faut bien comprendre que les stars de foot universitaires ne mettent pas longtemps avant de comprendre que les règles sont différentes pour eux. Ils évoluent dans un système où les plaintes disparaissent, où les témoins hésitent et où la réussite sportive justifie tout. Dans ces villes universitaires, le foot est une industrie extrêmement lucrative qui dirige et permet de les faire vivre. Elle est donc obligée de soigner son image. Les coachs préfèrent alors fermer les yeux tant que les victoires s'enchaînent et Aaron continuait de jouer tant qu'il excellait sur le terrain. Dans les semaines qui suivent, son corps devient alors une fresque. Les tatouages se multiplient. Certains affichent des armes, des devises sur la loyauté ou sur des erreurs passées, mais le plus connu reste certainement celui rendant hommage à son père situé sur son avant-bras gauche. That's a quote my father always used to give me. If it is to be, it is up to me. Basically saying whatever I want my life to be, it's up to me to make it out that way. Derrière cette transformation et son comportement, certains pensent que son obsession pour l'image virile, ses tatouages, ses colères, cache la peur de laisser voir une fragilité et une sexualité qu'il refusait d'assumer. À ça viennent se mêler des problèmes d'addiction. Aaron déclara qu'il était sous l'emprise de drogue à chaque fois qu'il entrait sur le terrain. Et le 30 septembre 2007, Gainesville est secoué par un nouveau fait divers. Dans la nuit, 3 hommes s'embrouillent dans un club avec ce qu'ils pensent être des joueurs de foot. Après être partis, alors qu'ils attendent dans un véhicule, les 3 hommes sont pris pour cible, à un feu rouge. Le chauffeur de la voiture reçoit une balle dans le bras, le passager avant une à l'arrière de la tête, et le passager arrière, indemne, décrit un tireur de forte corpulence, couvert de tatouages, d'origine hawaïenne ou hispanique. La police soupçonne immédiatement Hernandez qui refuse de parler. Finalement, aucune plainte n'est déposée, et l'affaire est de nouveau classée sans suite. Aaron semble intouchable en dehors et sur les terrains. Après une excellente première année, il est mis sur le banc lors du match d'ouverture de sa deuxième, en 2008, suite à un contrôle antidopage positif. Mais par la suite, ça ne lui a pas empêché d'être titulaire à 11 reprises sur les 13 matchs de la saison.
En 2009, il s'impose comme l'un des meilleurs joueurs du pays à son poste. Il cumule les distinctions, les records et reçoit le John Mackey Award décerné au meilleur joueur de la NCAA à ce poste. En revanche, derrière cette invincibilité apparente, un homme va finir par dire stop. Dès les premiers débordements d'Aaron, Urban Meyer n'avait pas hésité une seconde à vouloir exclure Aaron de l'équipe. Heureusement ou malheureusement pour ce dernier, Tim Tebow avait plaidé sa cause. À partir de là, Aaron se croyait intouchable. Jusqu'au jour où finalement, l'entraîneur revient sur sa décision et annonce définitivement qu'il ne sera pas le bienvenu pour une 4e saison. Pour Aaron, c'est terminé. Sa carrière universitaire s'arrête ici. Il n'a plus le choix. S'il veut continuer à jouer, il doit tenter sa chance chez les professionnels. Intégrer la NFL à seulement 20 ans. Nous revoilà donc en avril 2010, lors de la 75e draft de la NFL. Pour que vous compreniez bien, la draft a lieu chaque année pendant l'intersaison. C'est le moment où les franchises de football américain sélectionnent les meilleurs joueurs universitaires éligibles pour rejoindre la ligue professionnelle. La sélection se fait en 7 tours, avec généralement 32 choix par tour. Plus on avance, plus le niveau baisse. Le first pick, le premier choix, c'est donc le joueur considéré comme étant le meilleur de toute la génération. Celui que l'on imagine déjà être une future superstar. Alors forcément, le public s'attendait à voir partir Aaron dès le premier tour. Il était considéré comme l'un des Titans les plus prometteurs et talentueux du pays. Mais en interne, son dossier faisait hésiter. La NFL engage, comme on l'a dit, des détectives privés qui enquêtent sur ce que l'on vient de voir. Résultat, il découvre ses antécédents de violence, un score de maturité parmi les plus bas possibles après une analyse comportementale, et plusieurs tests positifs à la drogue. Aaron et son agent savent qu'ils sont au courant. Alors, le 16 avril 2010, à 2 semaines de la draft, ils envoient une lettre à plusieurs équipes. Dedans, Aaron promet de se soumettre à des dépistages réguliers et plus souvent que n'importe quel autre joueur. C'est une tentative désespérée pour assurer les dirigeants qui ne va pas vraiment fonctionner. Le premier tour de la draft se termine. Okay, that concludes the first round of the 2010 draft. Puis le deuxième. With the 42nd pick in the 2010 NFL draft, the New England Patriots select Rob Gronkowski, tight end, Arizona. Puis le troisième et le quatrième. With the 15th pick of the 4th round, the New England Patriots select Aaron Hernandez, tight end, Florida. Aaron avait le talent pour être choisi au premier tour, mais son nom n'est finalement prononcé qu'à la 113e position. Le pire, c'est qu'il est sélectionné après un autre Titan. Et ça, c'est tout sauf normal. En principe, une franchise ne mise pas 2 fois sur le même poste, parce qu'elle ne dispose que d'un seul choix par tour. Autrement dit, les équipes savaient qu'Hernandez valait de l'or sur le terrain, mais son passé les a refroidis au point de le laisser filer pendant plus de 3 tours entiers. Derrière ce pari audacieux, Bill Belichick, l'homme à l'expression impassible, le cerveau le plus redouté de toute la NFL. 10 ans plus tôt, ce même homme prenait un autre pari insensé, choisir lors du 6e tour de la 65e draft un joueur jugé trop frêle, trop lent, loin d'être athlétique, même pire quarterback des tests d'évaluation cette année-là. Ce joueur que personne ne voulait deviendra quelques années plus tard le joueur le plus titré de toute l'histoire de la NFL, Tom Brady. Alors, quand vient ce numéro 113 et que la plupart des équipes préfèrent passer leur tour, Belichick décide une nouvelle fois de miser sur un pari risqué. Aligner 2 tight ends lors de la prochaine saison. D'un côté, Rob Gronkowski, aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs à ce poste de l'histoire de la NFL, et de l'autre, Aaron Hernandez, qui aurait très certainement connu la même trajectoire. Got off to a good start with Aaron Hernandez. He was a player that, frankly, we were surprised that that we had the opportunity to draft him there in the 4th round, but glad we did. Belichick vient de créer une combinaison que la NFL n'avait encore jamais vue. Dès leur première saison ensemble, le résultat est immédiat. Avec 14 victoires pour seulement 2 défaites, ils terminent premier de leur conférence. La saison suivante, même chose, 13 victoires, 3 défaites et premier de leur conférence. Après des années décevantes, ce renouveau marque le retour des Patriots au plus haut niveau depuis leur dernière finale de Super Bowl perdue en 2007 face aux Giants de New York. Le 5 février 2012, ce sont alors justement ces mêmes Giants qu'ils retrouvent au Super Bowl. Hernandez y brille et participe à la presque victoire des Patriots, mais le scénario se répète. Here's the last play. Hernandez goes up, but watch Gronkowski. He's got a shot. Just can't get there. That ball, if it had been tipped another foot higher. C'est une nouvelle défaite, certes, mais qui confirme l'impact du jeune Titan dans le système de Belichick. Pour l'instant, tout semble donc aller dans le bon sens. Aaron Hernandez n'est pas le plus apprécié dans le vestiaire, son immaturité agace, mais il semble se calmer. Il est en couple avec Shayana Jenkins, sa copine du lycée, et accueille ensemble une petite fille en novembre 2012, Aviel Jenkins Hernandez,
Ils se fiancent ensuite durant ce même mois et s'installent à North Attleboro, une petite ville tranquille du Massachusetts, dans un manoir à plus d'1,3 million de dollars. De son côté, Cheyenne est toujours collée à sa sœur, Shania, qui elle est en couple avec un certain Odin Lloyd. Un footballeur semi-professionnel décrit comme un homme très simple, discret, humble et étranger à tout ce cirque médiatique qu'il n'aime pas beaucoup. Si je vous en parle, vous l'avez compris, c'est qu'il n'est pas un personnage secondaire dans cette histoire. Odin, il naît à Sainte-Croix, dans les îles Vierges américaines. Il passe quelques années avec sa famille à Antigua, puis ils décident ensemble de s'installer dans le quartier populaire de Dorchester, à Boston. Ce n'est pas le mieux fréquenté en raison du trafic de drogue omniprésent, alors Odin voyait dans le football sa seule porte de sortie. Très vite, son talent est remarqué par l'entraîneur des Bandits de Boston, Mike Branch, qui lui offre une place dans l'équipe semi-professionnelle. Un choix judicieux puisque Lloyd est vite devenu un linebacker fiable, contribuant grandement à mener son équipe au championnat. Malheureusement, faute de moyens, il doit quitter l'université et trouve un emploi dans une compagnie d'électricité qui le conduit dans le Connecticut. C'est dans ce contexte qu'il rencontre alors Shania, l'amour de sa vie. Leur relation devient sérieuse et cette dernière le présente naturellement à ses proches. Lors d'une réunion de famille chez les Jenkins avec sa petite amie, il fait donc la rencontre d'Aaron, son beau-frère. Malgré leurs univers opposés, l'un millionnaire, star de NFL, l'autre simple joueur anonyme, semi-pro, les deux hommes, contraints de se voir régulièrement à cause des deux sœurs, finissent par se lier d'amitié. En revanche, ils ont finalement plusieurs points communs. Une enfance difficile, marquée par l'absence d'une vraie figure paternelle, le football comme issue de secours, les jeux vidéo et la consommation de marijuana. Malheureusement, Odin venait sans le savoir de s'aventurer dans la vie d'un homme déjà perdu. Aux yeux des Patriots, Hernandez reste un athlète rare. Le 27 août 2012, il lui offre alors une prolongation de contrat monumentale. 5 ans pour 39 millions de dollars, dont 16 millions garantis et une prime à la signature record de 12,5 millions de dollars, la plus élevée jamais versée à un Titan en NFL. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le joueur qu'ils viennent d'assurer pour des années n'est pas seulement un athlète hors norme au passé mouvementé. Il venait aussi seulement un mois plus tôt de tuer 2 personnes dans leur voiture. Pour beaucoup de ses amis, rejoindre les Patriots a été la pire chose qui puisse lui arriver. Sur le papier, c'était le rêve absolu, l'une des meilleures équipes du pays, un coach légendaire, un environnement qui le cadre et qui le garde sur le droit chemin. Mais en réalité, c'est plus compliqué. Le stade des Patriots est situé à Boston. Boston, c'est à seulement 2 heures de Bristol, sa ville natale. En signant chez eux, Hernandez quitte la Floride et se rapproche de nouveau de son passé. Les armes, la drogue, l'alcool et surtout ses fréquentations. Parmi elles, Alexander Bradley, trafiquant de drogue condamné, décrit comme un baron de la drogue par la police et trafiquant d'armes dans le Connecticut ayant déjà participé à une fusillade dans un bar. Le 16 juillet 2012, c'est avec lui qu'Aaron passe la soirée au Cure Lounge, une boîte du quartier de South End à Boston. À l'intérieur, un autre groupe fait la fête. Parmi eux, Daniel Deabreu, 29 ans, et Safiro Teixeira Furtado, 28 ans. 2 hommes originaires du Cap-Vert. La soirée se déroule, mais l'un d'eux vient renverser sans le vouloir un verre sur Aaron et Alexander. Hernandez s'énerve, attrape l'homme par le col, mais Bradley intervient pour éviter le conflit. Il le tire dehors et lui explique qu'il n'a absolument pas besoin de problème vu sa carrière. Les 2 hommes s'éloignent donc, avant de revenir quelques heures plus tard. Aaron remarque alors le groupe sortir de la boîte et rentrer dans leur voiture. À bord de son SUV gris, il décide de les suivre jusqu'à un feu, de s'arrêter à côté de leur voiture et d'ouvrir la fenêtre. I remember a gentleman was holding a phone in his hand and nobody turned around from the car. They weren't aware of the fact that we had pulled up right on the side. After he said yo, what happened next? He wound up saying yo again. And then they turned and then he started firing rounds into their vehicle. Did he say something before he fired? Before he fired the gun, he was like, "What's up now, niggas?" And he started firing shots. He fired 5 shots, 5 rounds. And the gun began clicking after. I heard like 3 or 4 clicks. Daniel Deabreu et Safiro Teixeira Furtado, à l'avant du véhicule, meurent sur le coup. Une fusillade semblable à celle de 2007, mais qui cette fois s'avère être fatale. Aaron prend la fuite. Le SUV gris conduit par Hernandez sera aperçu plus tard lors de l'enquête sur des caméras de surveillance que la police jugera comme un hasard, et cette dernière ne retrouvera jamais le véhicule. Aaron ne sera jamais interrogé pour cette affaire et entrera sur le terrain lors du premier match de la saison, le 9 septembre 2012, soit seulement 2 mois après les meurtres. La saison est brillante, 12 victoires pour 4 défaites. Une 10e saison consécutive à plus de 10 succès pour les Patriots, un exploit historique seulement dépassé par l'équipe de San Francisco entre 1983 et 1996.
Mais la série prend fin le 20 janvier 2013 en finale de conférence face aux Ravens de Baltimore, futurs champions du Super Bowl. De son côté, Hernandez se classe 77e meilleur joueur de la NFL et vient donc de jouer une saison entière au plus haut niveau du football américain, tout en ayant tué 2 personnes. Niveau personnel, même si le public acclame le joueur, Hernandez s'enfonce. Depuis le double meurtre, il devient de plus en plus paranoïaque. Il est persuadé que la police est au courant de ce qu'il a fait. Il se sent observé partout, tout le temps, par tout le monde. Il devient méfiant et même son ami Alexander Bradley, témoin silencieux de Boston, commence à l'inquiéter. Lors d'un voyage en Floride en février 2013, ils se rendent ensemble dans un club de striptease. Aaron est persuadé que les 2 hommes assis en face d'eux sont des policiers de Boston en civil. Bradley tente de le calmer, mais confirme quand même qu'il s'agit peut-être d'une enquête concernant la fusillade. Les jours suivants, la tension monte entre les deux. Et le 13 février 2013, Bradley se réveille dans une voiture, Hernandez pointant une arme sur lui. Quelques heures plus tard, la police le retrouve sur un parking, une balle logée dans la tête. This is where one man was found shot just earlier this morning. Just before 7 o'clock, we're told a man on his way to work actually heard the gunshot go off and saw the body, and that's what he called 911. We do know that victim was taken to St. Mary's Medical Center to be treated for his injuries. We're not sure of his condition at this time. Malheureusement pour Aaron, ce tir ne lui aura miraculeusement coûté que son œil droit. Bradley refuse de collaborer avec la police et préfère se venger. Menaces, insultes, tentatives d'extorsion. Hernandez vit dans la peur permanente de se faire assassiner, ce qui le pousse à installer chez lui un système de sécurité extrêmement poussé. Détail qui aura, vous le verrez, une importance cruciale pour la suite. L'agent d'Aaron tente d'apaiser la situation, sans succès. Bradley réclame 5 millions de dollars pour se taire. Hernandez en propose 1,5. Bradley remonte à 2,5, mais personne ne cède. Le 13 juin 2013, il intente alors une action civile en dommages et intérêts contre Hernandez devant un tribunal fédéral de Floride. Mais 4 jours plus tard, il la retire, soit le 17 juin 2013, laissant ainsi aux 2 parties la possibilité de parvenir à un accord à l'amiable à l'abri des médias. Des médias auxquels ils ne vont absolument pas échapper, puisque ce 17 juin marquera la fin d'Aaron Hernandez. 3 jours plus tôt, le 14 juin, Aaron passe la soirée dans une boîte de nuit de Boston. À ses côtés, Odin Lloyd, son beau-frère. Ce soir-là, au milieu de la foule, sa paranoïa ne le quitte pas. Quand il aperçoit Lloyd discuter avec des hommes avec qui il avait déjà eu des histoires, Aaron s'emporte. Dans sa tête, la peur d'être trahi refait surface. 2 jours plus tard, incapable de tourner la page, Hernandez envoie alors un message à 2 amis vivant hors de l'État, Carlos Ortiz et Ernest Wallace. Les 2 hommes qu'il avait rencontrés, souvenez-vous, à l'époque du lycée, chez sa cousine Tanya Singleton. Dans le message, Aaron demande de l'aide face à ce qu'il croit être une trahison de la part d'Odin. Le ton est confus et se termine par une phrase qui en dit long sur son état d'esprit. Vous ne pouvez plus faire confiance à personne. Le joueur des Patriots part alors chercher Carlos et Ernest à bord d'une voiture de location, une Nissan Altima grise filmée par les caméras d'une station-service. Sur les images, on y voit Hernandez, en pull blanc, et Carlos Ortiz, pull noir, serviette blanche, sortir du véhicule. Aaron fait une petite danse, angoissante quand on sait ce qu'il s'apprête à faire, puis achète un paquet de chewing-gum Blue Cotton Candy Bubbly Shoes et des feuilles à rouler. Pour l'instant, rien d'anormal en apparence. Vers 2h30 du matin, le 17 juin, les 3 hommes se rendent donc chez Odin pour le récupérer, comme prévu. Mais Lloyd sent visiblement, au vu des messages envoyés à sa sœur, que quelque chose ne va pas. T'as vu avec qui je suis ? NFL. Juste pour que tu le saches. Quelques minutes plus tard, la Nissan grise est aperçue sur des images de surveillance, entrant dans une zone industrielle isolée de North Attleboro, puis réapparaît un peu plus tard sur d'autres images. Cette fois, celle du système de sécurité installé par Aaron lui-même dans sa maison. Les caméras montrent alors 3 hommes sortir du véhicule, Hernandez, Ortiz et Wallace. Odin Lloyd, lui, n'est plus là. Les images montrent ensuite Hernandez rentrer chez lui, un objet noir dans la main dont la forme évoque fortement celle d'une arme, puis les caméras montrent une scène particulière. Les 3 hommes passant le reste de la soirée à discuter, à rigoler et à se baigner dans le jacuzzi, comme si de rien n'était. On est maintenant le matin du 17 juin, et comme à son habitude, Matthew Kent, un lycéen, fait son footing en revenant de sa salle de sport. À 1 kilomètre à peine de la maison d'Aaron Hernandez, il trouve dans une zone industrielle isolée le corps sans vie d'Odin Lloyd, 27 ans, allongé sur le dos et criblé de balles. On yesterday's top story, the discovery of a body in North Attleboro
has taken a dramatic twist. Sports Illustrated reporting yesterday that Patriots tight end Aaron Hernandez has been questioned in connection with what is now a homicide investigation. Prosecutors say he orchestrated the killing of 27-year-old Odin Lloyd, whose body was found last week, less than a mile from the former NFL player's home. L'implication d'Hernandez dans le meurtre est soupçonnée immédiatement. Il était la dernière personne à avoir été vue en compagnie de son beau-frère. Au lendemain du meurtre, les policiers perquisitionnent alors son domicile et les soupçons se confirment. Aaron a détruit son téléphone et tenté volontairement de saboter les images de son propre système de sécurité. The video was shown to jurors. It was taken hours after Hernandez allegedly killed Odin Lloyd. Mauvaise idée. Les enquêteurs parviennent à récupérer les vidéos, dont une séquence de Shaina Jenkins, sa fiancée, jetant une mystérieuse boîte après avoir reçu un message d'Aaron lui demandant de s'en débarrasser. Pendant ce temps, Hernandez ramenait lui calmement la voiture de location. Le couple, visiblement peu subtil, avait aussi fait venir le même jour une société de nettoyage pour effacer les preuves, mais la police en multiplie la découverte. Sur la scène de crime, ils trouvent une serviette blanche, des douilles d'un Glock de calibre 45, des traces de chaussures correspondant à celles portées par Aaron durant la soirée, des traces de pneus correspondant elles aussi à la Nissan Altima grise, ainsi qu'un joint de marijuana sur lequel ils retrouvent l'ADN d'Aaron Hernandez. ADN qu'ils retrouveront aussi sur un chewing-gum de la marque Blue Cotton Candy Bubbly Shoes, collé sur une douille de calibre 45, elle-même retrouvée par l'agence de location de la voiture sous le siège conducteur de la Nissan Altima. Le 26 juin 2013, Hernandez est alors arrêté à son domicile. Il est inculpé de meurtre au premier degré ainsi que de 5 autres chefs d'accusation liés aux armes à feu. Les Patriots le coupent de l'équipe 90 minutes plus tard, son contrat de 40 millions est annulé et tous ses sponsors le lâchent. Les employés de la boutique officielle de l'équipe reçoivent l'ordre de retirer tous les articles et souvenirs à son effigie, ainsi que de les retirer du site web de l'équipe. La boutique échange alors 2500 maillots d'Hernandez précédemment vendus, ce qui engendre une perte d'environ $250 000. The University of Florida moving ahead, removing a visible reminder of former All-American alumnus Aaron Hernandez. Today, a commemorative brick removed from outside Ben Hill Griffin Stadium. UF immediately began removing photographs of Hernandez from the locker room as well, football offices, and throughout the stadium. Lorsque le procès démarre, il attire une attention démesurée, rappelant celui d'une autre ex-superstar de la NFL, O.J. Simpson. Aaron est encore très apprécié du public, très populaire, ce qui fait craindre un acquittement. Mais son attitude lors du procès et les preuves accablantes à son encontre n'iront pas dans ce sens. Hernandez apparaît impassible, froid, hautain, presque détaché, comme si rien de ce qui se disait ne le concernait. Il est donc reconnu coupable de tous les chefs d'accusation liés au meurtre d'Odin Lloyd en avril 2015 et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle dans une prison de très haute sécurité au centre correctionnel de Sousa Baranowski à Bristol. Madam Foreperson, on indictment 2013-983-A, charging the defendant Aaron Hernandez with murder. What say you, Madam Foreperson? Is the defendant not guilty, guilty of murder in the first degree, or guilty of murder in the second degree? Guilty of murder in the first degree. Madam Foreperson, by which theory or theories, deliberate premeditation and/or extreme atrocity or cruelty? Extreme atrocity or cruelty. Selon les enquêteurs, tout était planifié. 4 personnes dans la voiture, Odin Lloyd est à l'arrière. Aaron, Carlos et Ernest l'isolent dans une zone industrielle de North Attleboro avant de lui tirer dessus dans la voiture. C'est cette fameuse première douille qui atterrit sous le siège avant. Odin tente de sortir de la voiture, se fait tirer une fois dans le bras, puis dans la clavicule. En se baissant, une balle est tirée dans sa nuque, descend sa colonne vertébrale et l'immobilise. Il reçoit ensuite les 2 dernières balles qui lui seront fatales. Carlos Ortiz et Ernest Wallace sont donc eux reconnus coupables de complicité de meurtre 1 an après Aaron et sont condamnés entre 4 ans et demi et 7 ans de prison. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Dans le cadre de l'enquête, la police va faire d'autres découvertes. Les perquisitions révèlent un second appartement qu'Aaron cachait à sa fiancée Shaina Jenkins, où il y entreposait des armes et de la drogue pour la consommer. Mais le plus important est la perquisition de la maison de Tanya Singleton, la cousine d'Aaron. Cette dernière aurait tenté d'aider Ernest et Carlos à quitter le pays après le meurtre. Dans le garage de la maison, les policiers découvrent alors un vieux SUV gris, correspondant étrangement à celui recherché depuis le 16 juillet 2012 lors du double homicide de Boston non élucidé. Le 15 mai 2014, Aaron Hernandez est donc inculpé pour le meurtre de Daniel Deabreu et Safiro Furtado. Le témoin clé, Alexander Bradley, l'accuse directement. Mais cette fois, la défense retourne le dossier.
Les témoignages se contredisent, les preuves sont floues, l'enquête est bâclée et la crédibilité d'Alexander Bradley est remise en cause. Criminel reconnu comme extrêmement dangereux, baron de la drogue, il a en plus de ça passé un accord pour témoigner en échange d'une immunité. Alors, en avril 2017, après 3 ans de procédure, Aaron Hernandez est finalement acquitté du double homicide de Boston. What say you, Madam Foreperson, on indictment 2014-10417, charging murder in the first degree, victim Daniel D. Abreu. You find the defendant not guilty, guilty of murder in the first degree, or guilty of murder in the second degree? Not guilty. Charging murder in the first degree, victim Zafiro Furtado. You find the defendant not guilty, guilty of murder in the first degree, or guilty of murder in the second degree? Not guilty. Pour la première fois, celui que tout le monde décrivait comme impassible fond en larmes. Plus tard dans la journée, Hernandez appelle son avocat et se réjouit de la décision. Il semblait être heureux, excité et impatient de son avenir. Dans cet élan de confiance, il fait donc appel de sa condamnation de 2015 pour le meurtre d'Odin Lloyd. Aaron est prêt à encaisser les coups comme lui a appris son père. And this new time, we're tracking breaking news that we brought you first on Eyewitness News this morning. Former New England Patriots tight end Aaron Hernandez. Found dead in his prison cell overnight. Apparently, he killed himself. Just a few days ago, he was acquitted of murdering 2 men, but he was serving a life sentence for the killing of Odin Lloyd. Corrections officers discovered him at 3:05 this morning during a routine hourly round in the unit. 3 jours après avoir été mis hors de cause du double homicide de Boston, Aaron se pend dans sa cellule de prison. Il avait tenté de bloquer sa porte avec différents objets. À côté de son corps, une Bible est retrouvée ouverte à un certain passage et qu'il s'est écrit sur le front au marqueur rouge, le fameux Jean 3,16. Un passage parlant de la vie éternelle auprès de Dieu, offerte à ceux qui croient en son unique fils, Jésus. Le personnel médical essaye donc de lui prodiguer les premiers soins. Hernandez est ensuite transporté à l'hôpital et il sera déclaré mort à 4h du matin, le 19 avril 2017. Ce même jour, les Patriots devaient se rendre à la Maison-Blanche pour une cérémonie, dans laquelle ils étaient mis à l'honneur après leur victoire au Super Bowl le 5 février 2017. Un porte-parole des New England Patriots a donc annoncé que personne ne communiquerait aujourd'hui sur la mort d'Hernandez. Pour l'enquête en cours, son suicide change tout. Je vous le rappelle, après avoir été acquitté des meurtres de Daniel D. Abreu et Zafiro Furtado, Hernandez avait fait appel de sa condamnation dans l'affaire d'Odin Lloyd. Son suicide lui permettait alors, grâce à une ancienne loi du Massachusetts, de ne pas être considéré légalement coupable. La juge, Suzanne Garsh, a donc dû abandonner les charges contre Aaron Hernandez. In the interest of justice, the court has no choice but to abate the proceedings ab initio by vacating Hernandez's convictions and dismissing the charges against him and his appeal. In our book, he's guilty. And he's gonna always be guilty. Pour la famille d'Odin, c'est un choc. En revanche, pour les héritiers d'Hernandez, cela leur permettait de pouvoir prétendre au paiement du reste du contrat signé avec les Patriots en 2012, soit au moins un bonus de 3,5 millions de dollars et 2,5 millions de dollars de salaire garanti. Mais cette affaire a permis de changer cette loi. Le 13 mars 2019, la Cour suprême du Massachusetts écarte l'application de cette loi et rétablit la condamnation pour meurtre d'Aaron Hernandez. Les magistrats ont estimé que l'ancienne loi était, je cite, dépassée et ne correspondait plus aux circonstances de la vie contemporaine. Par conséquent, la famille du joueur ne peut plus prétendre au paiement du restant des sommes du contrat liant lié aux New England Patriots et Hernandez reste bel et bien, aux yeux de la loi et du public, le meurtrier d'Odin Lloyd. Suite à son décès, la famille d'Aaron accepte de faire don de son cerveau à un centre de recherche sur l'encéphalopathie traumatique chronique, aussi appelé CTE. Le but est d'évaluer si les chocs à la tête subis pendant sa carrière de football peuvent être la cause des changements de comportement du joueur. Le 21 septembre 2017, soit 5 mois après sa mort, la directrice du centre de CTE de Boston, Dr Anne Mackey, révèle que le cerveau d'Hernandez est atteint de CTE de stade 3 sur 4. L'état avancé de cette maladie n'avait jamais été vu sur un joueur aussi jeune. There was a membrane that divides the two halves of the brain, and instead of being a nice membrane, it had giant holes in it. Those are called fenestrations, and that's a sign of brain trauma. And I'd never seen fenestrations in anyone under the age of 45. So his frontal lobe from the back to the front was really riddled with tau. It was almost as though he had a non-functioning frontal lobe. Les conséquences, elles sont nombreuses. Changement d'humeur ou de personnalité, maux de tête, irritabilité ou dépression, violence, paranoïa, tendance suicidaire, la liste est encore longue.
I can't say that his actions were related to the CTE that he had in his brain, but it's impossible for me to conceive that it didn't contribute in some way. You just don't have that extensive frontal lobe disease without seeing changes to your behavior and your decision making. Sur la base de ces éléments, l'avocat de la famille, José Baez, annonce donc avoir assigné devant un tribunal civil fédéral la NFL, ainsi que l'ancienne équipe du joueur, championne en titre, les New England Patriots. Les avocats accusent la Ligue de ne pas avoir protégé la santé du joueur, menant à une maladie qui prive sa fille Avielle d'un père. Mais en 2019, la justice finit par rejeter la demande. En cause, un accord collectif signé entre la NFL et des milliers d'anciens joueurs censés indemniser ceux atteints de maladies liées au choc à la tête. Cet accord, entré en vigueur en 2014, excluait Aaron, car il n'était plus officiellement joueur au moment de sa signature. Résultat, malgré un diagnostic de CTE avancé, sa famille n'a jamais touché le moindre dédommagement. L'histoire d'Aaron Hernandez est l'un des exemples les plus frappants de l'hypocrisie de notre société. Une société qui juge un individu pour ce qu'il a fait, tout en refusant d'assumer sa part de responsabilité dans ce qu'il est devenu. Il ne s'agit pas ici d'excuser Aaron Hernandez, mais de pointer du doigt que le système a aussi eu son rôle dans l'histoire. La NFL n'a pas assez protégé son joueur et a fermé les yeux bien trop longtemps malgré les signes avant-coureurs. Pendant ce temps, elle continuait à pousser des jeunes hommes à pratiquer un sport extrêmement violent où des tacles inutiles et dangereux restent largement impunis, normalisant une brutalité que l'on condamnerait ailleurs. Problème, après les atrocités commises par Hernandez, la NFL a vite voulu se distancer de son image. En préparant cette vidéo, j'ai comparé deux choses très simples. Des matchs de 2011, postés en 2011, par exemple bruts, souvent mis en ligne par des chaînes de fans, et les résumés officiels de la NFL, publiés bien plus tard, parfois en 2020, avec par exemple la finale du Super Bowl à laquelle il a participé. Dans les images d'époque, Aaron Hernandez est vu, analysé, complimenté, et son impact est assumé. Dans les montages récents, par contre, il est invisibilisé, effacé de l'histoire. Son nom est à peine prononcé et le montage ne s'attarde plus du tout sur lui. Nous avons toujours le même homme, brillant sur le terrain, ignoré par ceux qui auraient dû le protéger, mais façonné par un environnement où la violence est à la fois glorifiée et impunie. Ce mélange de brutalité et de négligence institutionnelle montre que la NFL, reflet de notre société, est incapable d'assumer ses torts et détourne le regard, mal à l'aise, face à sa propre faute.